En pleine négociation entre le ministère des Finances et les syndicats d'enseignants, le ministère des Finances publie un rapport montrant que les nouveaux enseignants quittent massivement le système et qu'ils sont beaucoup moins bien payés que les anciens enseignants. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Et on va pouvoir aller directement au sujet que vous avez sélectionné dans cette revue de la presse économique. Et le premier de ces sujets, eh bien, c'est ce fameux rapport qui a été publié par le ministère des Finances sur les salaires dans l'éducation nationale. Ce n'est pas un rapport anodin et il n'est pas publié de manière inattendue parce qu'il intervient en pleine négociation entre le Trésor et les enseignants pour une augmentation des salaires des enseignants justement israéliens. Oui, comme d'habitude, vous avez posé le problème. Il faut que vous parliez plus près. Voilà. Comme d'habitude, vous avez posé la problématique comme il le faut et la réponse est presque donnée. Effectivement, le ministère des Finances a publié cette semaine, c'est d'ailleurs quoi dans le ministère des Finances? Le département concernant les salaires, a publié un rapport sur ce qui se passe dans l'éducation nationale. C'est tellement transparent ça que personne ne dit rien. Ouais. Alors, ils ont dit deux choses sortaient de ce rapport. Premièrement, qu'il y avait un grand départ, un abandon, surtout des nouveaux enseignants, que 20%... Il manque 6 000 postes aujourd'hui dans l'Assemblée, dans l'éducation nationale. Oui, et eux, ils disent que c'est en particulier dû au fait que les nouveaux qui rentrent dans l'éducation nationale partent rapidement. Et deuxièmement, ils disent que le salaire des professeurs qui sont depuis longue date, disons plus de 10 ans ou au sommet même de la carrière, est bien plus supérieur à celui d'un enseignant débutant, mais de façon exagérée d'après eux, puisqu'il peut y avoir le salaire d'un enseignant débutant est à moins de 30% de celui d'un salaire d'un enseignant ancien, d'un professeur ancien dans le système, ce qui est plus que la plupart des pays. Alors, la Histadrut Hamorim, c'est-à-dire le syndicat des enseignants, qui est en négociation dure avec le gouvernement, avec le ministère des Finances déjà depuis plusieurs semaines et qui donne des menaces de grève pour la rentrée. Il y a eu hier, d'ailleurs, à ce niveau-là, quelque chose d'inattendu. Il y a eu comme quoi peut-être il y aurait une avancée dans la négociation, il faut l'espérer. Mais ça, bien entendu, ce rapport faisait partie du jeu et le syndicat a répondu que ce rapport ne disait pas tout et présentait les choses de façon déformée pour pouvoir donner les arguments du ministère des Finances. C'est effectivement ce que dit le syndicat n'est pas complètement faux. Et comme d'habitude, c'est toujours la vérité et au milieu. Alors, je voudrais dire d'abord la chose suivante. Oui, effectivement, il y a un problème, et j'ai parlé à des enseignants qui sont nouveaux dans le système. Il y a un problème du fait que la Histadrut, c'est-à-dire le syndicat des enseignants, représente surtout les anciens enseignants et pas tellement les nouveaux, et c'est quelque chose d'historique. Attendez, je m'excuse. Un syndicat enseignant il devrait représenter tous les enseignants, les nouveaux, les anciens, les milieux. Pourquoi il ne représenterait que les anciens? Parce que ça vient déjà du système auto-turc, on m'a expliqué ça, que les nouveaux enseignants, même qui sont dans le système depuis quelques années, ne votent pas pour le syndicat. Et ils ont pas, il y a quelques groupes qui votent, mais eux ne votent pas pour décider qui est à la chef du syndicat. Ça veut dire la chef la présidente, Yafa Ben David, elle dépend uniquement des enseignants qui sont seniors. Oui. Non, mais c'est ce qu'on m'a expliqué hier. Mais il y a un problème. De qui se moque-t-on là ? Il y avait un problème, mais comment dire ? Moi, ce que je veux dire, c'est la chose suivante, c'est que elle était d'accord, justement, le syndicat qui aussi défend les nouveaux enseignants de faire monter de 6 500 à 9 500, 10 000 shekels, mais le salaire du mois, mais elle demandait à ce que les anciens aussi aient une augmentation, parce qu'il y a quand même quelques années qui n'ont pas eu d'accord. Elle voit tout le monde, elle est obligée de défendre tout le monde, et le ministère des Finances ne voulait pas donner aux nouveaux enseignants. C'est sûr qu'elle a intérêt à défendre les anciens, puisque c'est eux qui l'élisent. Elle fait tout le monde, mais
elle a bloqué l'accord concernant les nouveaux enseignants parce qu'elle voulait aussi défendre les autres. C'est pas quelque chose qui est inimaginable, mais ça dépend de certaines choses. Ce que moi je voudrais dire, c'est la chose suivante, c'est que d'abord le ministère des Finances n'a pas présenté certains chiffres, comme par exemple que le budget de l'éducation nationale par rapport au produit intérieur brut d'Israël a baissé et revenu à 2016 par rapport à en fin 2021 par rapport à 2016. Ah oui, c'est-à-dire le PIB a augmenté, mais pas le budget. Voilà, exactement. Baissé même depuis ça. Donc, ils disent 177 000 enseignants, etc. Mais il y a un problème de budget apparemment. Et une autre chose que je voudrais encore dire, une fois cet argent-là dont on parle chaque semaine, que le ministère des Finances met sous le tapis, en disant on va garder les revenus, les excédents d'impôts que tous les citoyens israéliens payent on va les garder pour on verra quand. Oui, mais ça a été décidé dans le budget, c'est-à-dire c'est les députés qui décident le budget. Le ministère des Finances et le gouvernement proposent un budget et les députés peuvent le réformer. Pourquoi par exemple, la ministre de l'Éducation nationale, Sacha Bitton, n'a pas protesté au moment du budget? Elle aurait pu exiger, on va dire, une rallonge. Oui, effectivement, ça dépend de la force du ministère de l'Éducation. C'est des faits que je vous donne qui ont été publiés par la presse, des faits objectifs. Moi, je dirais qu'il y a encore autre chose. Bien entendu, il y a le problème suivant. Depuis des années, moi je dirais qu'il y a ubérisation de la fonction publique. C'est-à-dire quoi? Vous savez, dans l'ancien système, les fonctionnaires entraient dans le système du fonctionnariat et savaient que, quoi qu'il arrive, même si leur salaire au début était plus bas, ils avaient la sécurité de l'emploi, ils auraient eu ce qu'on appelle, à la fin de leur vie, une retraite qui n'est pas basée sur la bourse comme maintenant, mais qui est basée sur le dernier salaire, ce qu'on appelle des budgétaires, et tout ça a été supprimé, a été supprimé aussi beaucoup de ce qu'on appelle la grioute, c'est-à-dire des faits d'être la titularisation. Et donc, lorsque, bien entendu, d'une certaine façon, il y a eu un avantage lorsqu'il y a le corona, les enseignants ont été payés, pas comme des gens que tout d'un coup étaient du jour au lendemain sans travail et des fois sans salaire. Ils ont travaillé, je veux dire, ils ont travaillé en Zoom, ils ont travaillé. Oui, mais moi, il y a une période où personne n'a travaillé, etc. Eux, de toute façon, le salaire était là. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où il y a de la part du ministère des Finances, le fait de voir toujours, moi ce que je regarde c'est l'argent, combien je dois dépenser, et je vois que ça me coûte cher les retraites budgétaires, et je vois que ça me coûte cher d'avoir des enseignants qui sont tutéralisés. D'un autre côté, après, on crée une situation d'ubérisation et du fait que les gens ne voudront pas rentrer dans la fonction publique et qui, s'ils ont une opportunité d'avoir des meilleurs salaires dans la haute technologie ou autre endroit, ils préféreront enseigner dans le privé. Et c'est donc je pense que le ministère des Finances ne peut pas non plus se détacher de toute responsabilité. Et en fait, c'est les parents et les enfants qui font les frais d'une réalité qui a été construite par l'ensemble des forces que nous venons de décrire. Alors, ça c'est un sujet effectivement important. On va revenir avec vous sur un sujet dont on a parlé cette semaine, je dois vous avouer, avec Yael Ifra, qui est une experte en matière de consommation, qui spécialise dans le domaine de la consommation, de la défense des consommateurs israéliens, parce qu'on a voulu effectivement justement mieux comprendre pourquoi bien les prix augmentaient sans arrêt en Israël, en particulier dans les supermarchés israéliens. Et là, vous essayez de nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux bras de fer entre les chaînes de supermarchés, on va dire Supersal, Rami Levy, Yohananov, etc., et les grands fournisseurs, pour ne citer que, par exemple, Diplomat, dont on parle beaucoup ces 2 derniers jours, ou alors Kimberly-Clark. Expliquez-nous qu'est-ce qui se cache dans ce bras de fer. Oui. Alors d'abord, vous avez bien dit, je l'ai écouté, votre interview de Madame Ifra, qui est, comme vous dites, spécialiste et qui a bien décrit les choses. Moi, je suis qui est très ancienne ici, qui connaît bien les rouages, et c'est un très très bon interview. Et je voudrais reprendre ce qu'elle a dit d'ailleurs, une phrase très intéressante. Elle a dit, moi, je crois pas que Carrefour, quand il va venir ici, ça va aider. Oui. Elle dit, et ce qu'elle a dit, c'est une prophétie. Aujourd'hui, dans les journaux, dans le Globe, on peut lire un article d'un journaliste qui a comparé les prix que Carrefour commence ici à proposer. Comment Carrefour peut proposer des prix? Il y a Yair Bitan, qui c'est aussi une chaîne de super. C'est Mega et Yair Bitan qui vont appeler Carrefour. Qui sont en relation avec Carrefour, commencent à importer en Israël des produits qu'on appelle Carrefour. Oui.
Et alors, il a comparé ce journaliste, les prix qui sont maintenant proposés de Carrefour, de la marque Carrefour ici. Avec les Carrefour en France. Avec les Carrefour vendus en France. Et c'est très facile parce que sur Internet, on peut regarder. Et il a dit, je pose des questions. Pourquoi une confiture, elle coûte 3 fois plus cher ici que là? Pourquoi c'est 20 shekels et là-bas c'est 6 shekels? Et donc, il y a un problème qui est au-delà, qui est vraiment patent et Madame Ifra a eu raison de mettre la main dessus et d'être assez pessimiste sur l'avenir. Je voudrais dire la chose suivante, c'est que justement le bras de fer dont on a parlé ici et que la presse relate de façon extrêmement importante, comme d'habitude, j'essaye d'analyser, de voir les choses. Et la presse objective le fait aussi. Est-ce que la faute est vraiment vers les exportateurs ou seulement sur eux, diplomates, etc. Et alors, ils ont pris, les journaux assez objectifs, comme Cajaliste ou autres, ont amené des preuves. Comme quoi, c'est en tout cas pas les seuls responsables. Par exemple, vous avez cité des noms, je me le permets aussi, Supersal a augmenté récemment de 25% sa commission face à Diplomates, face aux gens qui sont des fournisseurs en disant vous allez me payer 25% en plus pour avoir le droit de ce qu'on appelle Amalat Afatsa, c'est-à-dire la commission pour avoir le droit de mettre des choses, de distribuer dans mes endroits. Ah ben, si toi tu m'augmentes de 25%, pourquoi tu voudrais pas que je m'augmente? Et en vérité, si on regarde les bilans, c'est très important de regarder le bilan financier de société. Supersal va pas tellement bien. Et déjà en 2020, après le Covid, il écrit une phrase dans ses documents financiers, le chef de Cristal, de Supersal, à l'époque avant Keren, etc. Et ben, donc il a changé, il est revenu. Il écrit là-bas, à cause du Covid, on n'a pas pu augmenter. Il dit, je pense que les fournisseurs vont augmenter les prix. Ça veut dire que il fait dans ses documents des allusions comme quoi il faut que les fournisseurs augmentent les prix et pourquoi? Parce que lui aussi va augmenter au passage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça, on le dit pas tellement. Vous savez, beaucoup des noms que vous avez cités, Supersal ou Rami Levy, ont ce qu'on appelle Motagim Pratim, ont des propres des produits de leur propre fabrication. Eux, ils veulent toujours vendre moins cher leur propre marque que les marques des autres, de ce qui est importé par les autres ou par les fournisseurs. Et donc ils veulent une marge. Et eux, ils sont obligés d'augmenter leur prix parce qu'ils ont des prix plus chers l'inflation augmente. Bien sûr. Et alors, ils poussent. Les fournisseurs, ils sont en conflit d'intérêts. Ils demandent de façon très allusive aux fournisseurs d'augmenter leur prix pour que puissent, eux, garder cette marge qui est. Ça n'a pas été dit tellement. Donc, c'est pas vraiment toujours la faute. Et maintenant, au bout du compte, au bas c'est nous qui payons. Alors, justement, et le dernier acteur là-dessus, c'était les syndicats qui se sont mis dedans et qui ont dit on va demander aux gens de plus acheter de diplomates, etc. pour vous savez, pour les cadeaux pour les entreprises. Mais alors les syndicats, pourquoi ils font ça pour les fournisseurs et pas pour ils font pas ça dans les supermarchés, c'est-à-dire pour les produits propres, etc. Donc il y a un problème. Alors il est 8h54 minutes, donc on a vraiment déjà bien avancé dans cette revue de la presse économique et peut-être que le sujet suivant que vous vouliez aborder, on va peut-être l'aborder la semaine prochaine plus en détail parce que ça mérite d'être expliqué puisqu'il s'agit du prix du coût des voyages des voyages à l'étranger si on part d'Israël ou si on part d'autres pays. Quand il s'agit d'autres pays, il s'agit de la Jordanie, par exemple de la Kaaba, ou il s'agit de l'Égypte par rapport à Sharm el-Sheikh. Effectivement, on a vu que ça coûtait 2 fois plus cher de partir d'Israël. 7 fois plus cher. 7 fois plus cher. Donc je propose qu'on en parle un peu plus la semaine prochaine. On sera encore en plein été. Il y aura toujours des gens qui pourront être intéressés. Mais alors on va dire un mot par contre sur le dernier sujet que vous vouliez aborder, c'est le marché de l'air conditionné qui va être, selon vous, profondément bouleversé, transformé. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui. Le 10 août, normalement, la ministre de l'économie a annoncé, elle va supprimer ce qu'on appelle les lois israéliennes qui interdisent, qui sont très très dures par rapport, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans les appareils d'acclimatisation et d'air conditionné. Et ça veut dire, j'accepte, qu'est-ce qu'on fait en Europe et dans le monde. Il y avait effectivement, et beaucoup étaient d'accord, des choses qui étaient pas normaux, qui étaient apparemment pour protéger le marché intérieur, qui est d'ailleurs très, comme vous savez, il y a 2 sociétés qui font 80% du marché intérieur en Israël, Tadiran et Electra pour pas les citer, et
Apparemment, c'est aussi pour protéger même des choses que les pompiers dit que ça ne servait à rien du tout et qui étaient vraiment bureaucratiques que et ça alourdissait les prix et la difficulté pour les importateurs. Maintenant, il a été décidé donc de faciliter l'importation massive d'appareils d'air conditionné et apparemment le 10 août, à partir du 10 août, s'il n'y a pas de changement, il va y avoir donc une nette baisse des prix. Je ne sais pas, ça va peut-être se faire après, mais si vous n'êtes pas obligé d'acheter maintenant des appareils d'air conditionné, même ceux qui sont à l'intérieur ont dit que à partir du moment où ça a été fait de façon internationale, nous aussi nous pourrons construire des appareils qui coûteront beaucoup moins cher et donc les appareils d'air conditionné risquent de vraiment d'être beaucoup moins chers dans les semaines à venir. On suivra ça, mais c'est important si quelqu'un voulait maintenant acheter, je lui conseille d'attendre quelques jours pour voir ce qui va se passer. Eh bien voilà, merci beaucoup Dr Daniel Guggenheim pour cette revue de la presse complète. On reparlera donc du sujet des voyages à l'étranger qui coûtent bien plus cher si l'on part de Jérusalem, enfin de l'aéroport Ben Gurion que notre aéroport avoisinant. Merci d'avoir été avec nous.